Bonjour à tous. Du coup, effectivement, on va parler de mesures d'audience et de l'outil Google Analytics, mais aussi d'un cadre légal qui s'applique maintenant depuis quelques mois, maintenant quelques années, sur le droit de collecter des informations ou non quand l'utilisateur arrive sur votre site internet. Je tiens à préciser que là, cette petite conférence qu'on passe ensemble là, sur le format 30-45 minutes, le but, c'est de vulgariser un peu ce qui s'est passé pour qu'on soit tous au même point et que vous ayez des éléments pour pouvoir interpréter ce qui s'est passé. C'est quand même des textes de loi, donc le mieux, c'est de se rapprocher, si vous en avez dans votre société, soit de votre service juridique, soit de votre DPO qui est responsable du coup des données qui sont collectées au sein de votre entreprise. Donc voilà. Et le sujet aujourd'hui, c'est la CNIL et GA. Où en sommes-nous? Il y a eu plusieurs communications qui ont été faites sur les derniers mois autour de l'utilisation de Google Analytics et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Donc le plan au programme, c'est la situation. On va refaire un état des lieux pour savoir globalement ce qui s'est passé, les réactions qu'il y a pu y avoir autour. Et ensuite, on va voir les faits reprochés et les différentes réactions des différents acteurs. Et ensuite, vous verrez, comme l'a introduit Rémi, suite à ces différentes communications et depuis quelques mois maintenant, on nous propose d'autres solutions que pour la mesure d'audience, autre chose que Google Analytics, et on verra du coup les solutions qui peuvent être envisagées. Donc, d'abord en regardant le cadre sur lequel vous devez vous mettre en conformité, bandeau de cookies et codecs exemptés, les solutions alternatives qui sont proposées sur le site de la CNIL elle-même et comment bien les choisir, et puis on répondra à vos questions. Donc comme l'a dit Rémi, je vais repasser rapidement sur les chiffres. Globalement, Digitalise intègre WAM. Pour échanger quelques mots sur moi, en gros, je fais partie des associés qui ont fondé du coup Digitalise il y a 7 ans. Le but, c'était du coup on était sous la bannière Wexperience. Alors, je sais qu'ils sont lillois, je ne sais pas si certains d'entre vous les connaissent, mais Wexperience, c'est une entreprise qui faisait à la base du user experience, donc de l'UX, et ils sont venus renforcer cette offre-là avec la partie Digitalise, qui est vraiment la mesure et la côté analytics. Et depuis peu, comme le disait Rémi, on a rejoint le groupe WAM, donc groupe lyonnais, pour créer encore une fois ces synergies de mesure de la donnée pour le SEO, mais aussi tous les autres canaux d'acquisition qui peuvent être à disposition des différentes entreprises. Donc vraiment, notre cœur de métier, c'est d'accompagner nos clients dans la mesure de ce qui se passe sur leur site et de les aider à interpréter en fait ces différentes données. Donc généralement dans Google Analytics, c'est très segmenté. On a la partie acquisition, donc qu'est-ce qui me génère du trafic. On a la partie comportement, que font les gens à partir du moment où ils sont sur mon site. Et toute la partie conversion. Donc quand on est un e-commerçant, c'est assez simple, c'est tous les produits vendus et les comportements d'achat. Quand on est sur des sites où il y a de la demande de devis et compagnie, on appelle ça de la micro-conversion. Donc du coup, là, c'est des envois de formulaires, des demandes de contact, des inscriptions à la newsletter. Et le but, c'est de fiabiliser en fait toute cette collecte pour être en mesure de pouvoir prendre une décision éclairée sur les chiffres. Donc, déjà, est-ce que rapidement, à main levée, Google Analytics, est-ce que vous connaissez tous ou pas du tout? Ouais, c'est bon, c'est maîtrisé. Parfait. Donc, du coup, la situation, on a eu une mise en demeure le 10 février 2022 qui a fait beaucoup de bruit où, grosso modo, les gros titres sur les réseaux sociaux, c'était la CNIL bannit Google Analytics et la rend du coup illégale. On va voir que si on se penche vraiment sur le sujet, ce n'est pas totalement ça. Le but, c'est encore une fois de vous donner des clés d'interprétation. Les faits reprochés et les réactions. Donc, on va plonger directement dans le vif du sujet. Donc, la mise en demeure, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Globalement, le 10 février 2022, la CNIL, donc la Commission nationale de l'informatique et des libertés, a rendu son verdict sur une mise en demeure. Donc, comment ça s'est passé? En fait, vous avez l'association que vous voyez ici, NOYB, qui est None of Your Business, qui est une ONG en fait, qui s'est fixée pour mission à travers l'Europe de globalement regarder si le RGPD était respecté sur l'ensemble des sites internet. Donc le RGPD, vous l'avez là-bas, c'est du coup le règlement général de la protection des données.
qui est le cadre légal européen qui doit être respecté par l'ensemble des pays membres. Et donc, du coup, toutes les entreprises qui ont un site internet doivent se plier à cette réglementation. Donc, pour revenir à l'ONG autrichienne, vous en avez probablement entendu parler à travers notamment son fondateur qui s'appelle Max Schrems. Ils se sont focusés pour mission, comme je vous disais, de parcourir en fait l'ensemble des sites internet et de voir qui était en conformité et qui n'était pas en conformité. Et ils agissent sous forme de plainte, c'est-à-dire que quand ils voient qu'en fait il y a un manquement, en tout cas au cadre RGPD, ils en alertent du coup les autorités qui sont compétentes pour justement les amener à légiférer, enfin pas légiférer, mais justement à se mettre en conformité. Dans notre pays, du coup, la société qui fait ça, l'organisme qui fait ça, pardon, c'est du coup la CNIL, la Commission nationale d'informatique et des libertés. Donc, dans le cadre de ce qui s'est passé là en France le 10 février, NOYB s'est attaqué à un gestionnaire de site web. Donc, depuis, le nom a fuité, il s'agit de Auchan, donc, du coup, et de l'ensemble de ces sites internet qui utilisaient Google Analytics. Et donc, l'ONG a décrété et a posé une plainte auprès de la CNIL française en disant globalement, ce gestionnaire de site web ne respecte pas le cadre du RGPD et globalement, ce qui est reproché, c'est l'utilisation de Google Analytics. Donc, encore une fois, ce n'est pas l'outil Google Analytics, mais son utilisation. Ce qu'on ne saura jamais dans le cadre de ce qui a été rendu, c'est ce qu'il y avait à l'intérieur de la plateforme Google Analytics pour les différents sites web d'Auchan, par exemple Chronodrive, etc. S'il y avait de la donnée nominative, s'il y avait des collectes d'ID. Donc voilà. Donc un temps 1, une ONG qui du coup dépose une plainte, un temps 2 où la CNIL se saisit de la plainte et traite le dossier pour rendre son verdict. Encore une fois, les missions de la CNIL, c'est juste d'informer. Donc vous avez un site de la CNIL.fr qui est très bien fait aussi, avec beaucoup d'informations à disposition, d'accompagner les différents décideurs du web à justement se mettre en conformité avec le cadre légal RGPD qui parfois est un peu brut, du coup qui vulgarise aussi un peu les informations et dans le cas qu'on va voir aujourd'hui, de sanctionner aussi quand il y a un manquement. C'est clair pour cette partie-là, 1, dépôt de plainte, 2, du coup la CNIL qui se saisit de la plainte et 3, la CNIL qui rend son verdict. Donc qu'est-ce qui a été reproché globalement ? En fait, c'est l'utilisation le paramétrage de Google Analytics, mais également l'utilisation de Google Analytics. Encore une fois, la CNIL, elle a pour but de juste sanctionner et de mettre en demeure. Généralement, qu'est-ce qui se passe ? En fait, elle vous laisse 1 mois pour vous mettre en conformité. Pour justement, suite à la plainte, elle va vous lister en fait les manquements. C'est à vous de les reprendre en 1 mois pour faire en sorte que lors du contrôle qu'il y a après, 1 mois plus tard, vous soyez aux normes RGPD. Donc là, dans le cadre de ce gestionnaire de site web, ce qui a été reproché par NOYB, du coup, l'ONG, ça a été l'utilisation de Google Analytics. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Google Analytics est une société américaine. Dans le droit américain, à l'heure actuelle, le gouvernement ainsi que les services de renseignement américains se réservent le droit pour toute société américaine de consulter les données. Et donc du coup, pour X ou Y raison, sous ce qu'ils appellent le Patriot Act, ils peuvent dire à Google, globalement, on est sous une menace, imaginons, on a besoin de consulter l'ensemble de tes données, de tout ce que vous avez collecté. Et donc du coup, on va regarder dans les Google Analytics des différentes plateformes que tu utilises et en tirer un certain nombre d'enseignements. Ça va à l'encontre du RGPD qui protège en fait tous les citoyens européens et qui dit qu'à partir du moment qu'il y a de la donnée personnelle, en fait, ça doit être un sanctuaire et soit l'utilisateur doit avoir donné son consentement pour la collecte, soit on n'y touche pas. Donc là, vous voyez qu'on a un problème légal en fait entre 2 zones, c'est-à-dire ce qu'on avait essayé d'encadrer via le Privacy Shield, je vais y revenir, mais globalement, le problème qui a été remonté là dans ce cadre de gestionnaire de balises, de site web, c'est que globalement, la donnée reste accessible et que c'est de la donnée européenne depuis les États-Unis, donc c'est juste pas possible. Ils avaient essayé en fait les 2 zones, donc les États-Unis et l'Europe, d'encadrer en fait ce transfert de données à travers du coup ce qu'on appelle le Privacy Shield. Donc c'était
un texte de loi qui devait permettre en fait aux deux zones de pouvoir échanger différentes données ensemble sans que globalement on puisse, sans que les utilisateurs européens qui sont bien plus protégés se sentent lésés de ce transfert possible aux États-Unis. Et en fait, les données aussi importantes à préciser, c'est les données personnelles. Et donc du coup, à partir du moment où on est dans l'outil Google Analytics, toute donnée personnelle, on commence à partir de l'adresse IP, mais aussi en fait l'identifiant qui permet de tracer tout le comportement de l'utilisateur via le dépôt du cookie. Ça, on est déjà dans de la donnée personnelle. Donc du coup, ce qui a été rendu, c'est que Google Analytics, étant sous l'étendard américain, peut fournir des données personnelles aux services de renseignement américains à cause de justement ce Patriot Act. Donc voilà ce qui a été reproché. Encore une fois, le raccourci qui a été fait de dire que la CNIL interdit GA, je me permets d'y revenir, ce n'est pas tout à fait vrai. Encore une fois, la CNIL n'a pas possibilité de légiférer, c'est vraiment juste la course de justice de l'Union européenne. Encore une fois, sa mission, ce n'est pas de sanctionner. Les différentes réactions, donc comme vous l'aurez compris, en fait, c'est un problème beaucoup plus large. En fait, si toutes les sociétés américaines qui nous ont proposé leurs services sur les 10 dernières années transfèrent des données aux États-Unis, que ce soit sur les serveurs des États-Unis ou disponibles sur des serveurs européens, en fait, on a un problème puisque du coup, la donnée est collectée sous une société américaine. Et donc, du coup, c'est pareil que Google. En gros, on peut venir toquer à la porte et dire, en fait, on va venir consulter vos données. Donc, il y a eu plusieurs réactions suite à cette mise en demeure, des prises de parole de compagnies américaines. Je ne sais pas si vous avez entendu notamment la prise de parole de Mark Zuckerberg, qui est du coup le président fondateur de Meta, qui regroupe du coup maintenant Facebook et Instagram, qui a déclaré globalement qu'il fallait que les deux zones se mettent d'accord en termes de législation, parce qu'en gros, sinon, ils menaçaient de quitter le marché européen et de retirer Facebook et Instagram, parce que du coup, ils ne s'y retrouvent pas dans la collecte de données. Bon, c'était un petit coup de pression, globalement, qui n'a pas donné grand-chose, mais vous voyez que l'intérêt aussi des différentes compagnies américaines, c'est vraiment de faire en sorte qu'on arrive à se mettre d'accord sur ce transfert de données pour qu'on puisse continuer à fonctionner normalement. Une deuxième réaction qui est un peu plus optimiste, vous avez Joe Biden et son homologue du coup Ursula von der Leyen qui ont déclaré qu'ils avaient trouvé un accord de principe. Donc là, c'est vraiment les deux zones États-Unis-Europe qui confrontent leurs droits et qui se disent en fait, on va réussir à faire un accord de principe qui permet d'avoir un privacy shield, encore une fois, qui encadre le transfert de données et qui permet en fait d'avancer sur ces problématiques de transfert de données d'une zone à l'autre. Sachant que les États-Unis, les résidents États-Unis ont beaucoup moins de protection de la vie privée que nous, on en a en Europe. Donc c'est plutôt dans notre sens que ça marche. Donc ça, c'est vraiment pour les réactions. Encore une fois, il est un peu ambigu de se dire on nous a laissé accès à toute une technologie américaine puisqu'ils ont toujours été en avance sur le web et de nous dire là, en fait, globalement, vous ne devez plus les utiliser puisque, globalement, on ne s'est pas encore mis d'accord entre les deux zones sur le transfert de données. Donc encore une fois, il faut voir. Sachant que sur cet accord de principe, moi je suis allé regarder aussi sur le site de l'ONG dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est l'une des plus influentes. Vous avez Max Schrems, donc du coup son président, qui a quand même déclaré que pour l'instant il ne s'agissait que d'un accord de principe et que lui il ne voyait pas comment en fait les deux droits pourraient vraiment être compatibles. Donc ça il faut être c'est un effet de communication. Pour l'instant il n'y a rien de concret et on sait que les textes de loi c'est assez long, donc ça pourrait encore prendre quelques mois voire quelques années. En revanche, on a eu des réactions directement de Google. Encore une fois, ils sont dans le viseur de la CNIL depuis plusieurs mois. On n'a pas attendu cet élément-là pour qu'il se frite un peu. Mais globalement, vous avez une conférence de Google qui a été tenue vraiment juste après. Je crois que c'était début mars. Donc on est vraiment sous quinzaine ou sous vingtaine de jours en réaction. Et en fait, c'était une conférence de 30 minutes
où globalement on nous expliquait comment paramétrer en fait Google Analytics aux normes. Vous avez la partie maintenant Universal Analytics, mais vous avez aussi entendu parler, j'imagine, de GA4 sur laquelle on reviendra. Et donc du coup, vous avez 10 minutes qui étaient passées sur la partie configuration d'Universal Analytics avec anonymisation de l'adresse IP, réduction de la durée de vie de cookies. Donc ça, on nous a montré en fait globalement tous les paramétrages qu'il fallait faire pour rester dans le cadre du RGPD et se rapprocher au maximum. Et en fait, ça a été aussi énormément de promotion sur GA4, qui est en fait une solution qui est bien plus armée pour ces problématiques de RGPD. Donc du coup, on a eu 20 minutes sur GA4, le fait qu'on ne collecte pas d'IP dans GA4 et qu'ils sont en train de faire des développements technologiques, et ça y est, là maintenant c'est officiel et c'est fait. Globalement, on ne collecte plus l'adresse IP, on l'utilise juste avant la collecte pour savoir en fait de quelle zone vous êtes. Donc globalement, si vous êtes en Asie, on va vous héberger sur des serveurs asiatiques. Si vous êtes en Europe, sur des serveurs européens. Et globalement, ce qui permettra en fait déjà de stocker l'information en local. Ça ne résout pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que tant que la firme Google, depuis les États-Unis, peut accéder à cette information, globalement, on peut se dire que le gouvernement américain peut aussi y accéder. Donc ce n'est pas encore totalement le pare-feu idéal, mais en tout cas, on voit que Google progresse sur cette thématique-là. Et ils ont récemment annoncé, mais ce n'est pas encore fait, qu'à partir du moment où la donnée sera stockée en local, par exemple sur ce serveur d'Europe, ça sera crypté également lors de l'envoi vers la maison mère, donc vers les serveurs de Google aux États-Unis. Est-ce que c'est clair? Parce que c'est un peu, c'est un peu technique sur cette partie-là, ça va? Je ne vous ai pas perdu? Tout va bien, alors on continue. Donc ça, c'était les réactions. Et en fait, on a eu tout un effet de communication qui nous a globalement dit la CNIL condamne GA. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Parce que dans un mois, globalement, tout s'effondre et il va falloir passer sur d'autres solutions. Donc vous avez eu plusieurs cas de réaction parmi nos clients et parmi les gens avec qui on discute, dont on va parler sur les solutions qui sont envisageables suite à ce contexte qui, vous l'aurez compris, manque encore un peu de précision et qui va se développer au cours des différents mois. Donc, sur les cookies et l'exemption, je voulais vous refaire un petit point aussi, parce que, en gros, en échangeant avec les différentes personnes qui se posent la question à l'heure actuelle de quoi faire, il y a eu des petites incompréhensions. Déjà, vous êtes tenus par le cadre du RGPD, vous l'avez tous vécu en tant qu'utilisateur en naviguant sur les différents sites web. Désormais, vous avez systématiquement une pop-up qui vous demande globalement de renseigner si vous acceptez ou non les cookies. Ça, on appelle ça du coup une CMP, c'est Cookie Management Platform. Si vous êtes propriétaire d'un site internet, avant toute collecte, vous devez demander aux différents utilisateurs s'ils acceptent ou non le dépôt de cookies. Depuis du coup avril 2020, vous êtes tenu maintenant aussi de renseigner les différents cookies et leurs fonctionnalités pour que l'utilisateur dans son paramétrage puisse se dire bon Facebook, je veux bien que vous collectiez, en revanche Google Analytics c'est hors de question. Et vous avez en fait du coup tout ce choix qui doit se faire de manière éclairée. Et ce qui est très important, c'est les actions de déclenchement. Vous devez également prendre en compte le consentement de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a refusé, vous devez évidemment faire en sorte qu'il n'y ait aucun envoi de données. Si je reprends mon exemple, si on dit oui à Facebook, ça veut dire que tous les tags qui sont liés à Facebook peuvent se déclencher à partir du moment où on a le consentement de l'utilisateur. En revanche, si on dit non à Google, c'est que c'est non et donc du coup on n'envoie pas d'informations à Google Analytics. Donc ce qu'évoquait Christophe tout à l'heure dans sa conférence, de dire que maintenant on n'est plus sur 100% des utilisateurs sur Google Analytics, c'est vrai, puisque maintenant vous devez attendre le consentement de l'utilisateur pour pouvoir commencer à collecter. Donc ça, il faut faire très attention à cette notion-là, puisque légalement maintenant vous êtes tenu d'informer vos utilisateurs, mais aussi d'avoir des actions concrètes derrière en fonction du consentement et des déclenchements de vos tags. Je vous parle de ça parce que maintenant, l'une des best practices du marché, c'est d'avoir centralisé l'ensemble de vos tags dans un TMS, donc Tag Management System. Le plus connu d'entre eux, c'est Google Tag Manager. Et c'est là où il faut vraiment faire une implémentation rigoureuse, c'est-à-dire vous avez tous vos tags dans votre gestionnaire de balises. Il faut faire en sorte qu'en fonction du consentement, vous ayez le bon déclenchement.
J'ai souvent eu la discussion aussi avec des décideurs du web qui avaient leurs habitudes sur Google Analytics et Universal et qui m'ont dit bon, bah, on est dans un contexte globalement où on doit changer, puisque de toute façon, vous l'avez vu maintenant avec si vous êtes utilisateur et utilisatrice de Google Analytics, vous avez un bandeau qui vous indique que GA4 maintenant va devenir la norme. Pour information, vous avez en juillet 2023, donc vous avez 14 mois, dirons-nous, la courbe Universal Analytics va s'arrêter. On ne fera plus de collecte. Donc à partir de ce moment-là, on sera obligé de collecter sur GA4 si on veut rester dans l'univers de Google. Je vous invite fortement à mettre en place votre balise GA4 dès maintenant, parce que quand vous allez vous poser la question d'une analyse comparative en juillet 2023, il faudra avoir du coup déjà collecté en juillet 2022 pour avoir ces deux courbes qui se croisent et pour pouvoir faire une analyse tout simplement N-1. Donc globalement, mettez en place GA4 dès maintenant. Peut-être attendez pour transférer l'ensemble de votre plan de tagage, mais globalement, il faut faire le switch et c'est très important. Sachant que vous avez des communications qui commencent à émaner de Google qui disent qu'on va également couper l'accès à l'historique. Donc ça va être une vraie problématique aussi à gérer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, en juillet 2023, on va switcher sur GA4, Universal Analytics va vous garantir 6 mois de données. Donc, on va pouvoir globalement regarder dans le rétro jusqu'au début 2023. Mais il y a de fortes chances qu'on ne puisse plus regarder en 2022. Donc ça, il faut faire très attention dans sa manière d'appréhender les prochains mois. Parce que quand on ne peut plus regarder ce qui s'est passé en 2022, en 2021, globalement, ça risque d'être compliqué. Et pour l'instant, à l'heure actuelle, il n'y a aucune possibilité de transférer l'historique que vous avez sur Universal Analytics dans GA4. Donc encore une fois, on a deux outils qui sont maintenant quasiment différents. Donc là, sur la consultation des données, encore une fois, ça dépend de vos besoins, mais je vous invite à vous pencher sur la problématique tout de suite, parce qu'il va falloir du coup stocker l'information que vous avez collectée dans Universal Analytics à un autre endroit, puisque ça ne sera plus accessible à partir de… vous n'aurez plus que 6 mois de données à partir de juillet 2023. Donc on est, encore une fois, dans un cadre vraiment changeant où il y a de plus en plus de normes. Vous avez en plus ce double changement au sein de Google qui arrive pile à ce moment-là. Comme vous l'avez compris dans la conférence qu'ils ont tenue, c'est fortement motivé ce passage un peu forcé sur GA4 par justement ces normes RGPD, puisqu'ils sentent que globalement la CNIL ne les lâchera pas sur ce problème-là. Et puis c'est global en Europe. Vous avez la CNIL aussi autrichienne qui s'est attaquée à GA, etc. Donc ils sentent qu'ils sont dans le viseur et c'est pour ça qu'ils proposent GA4 rapidement. Donc du coup, dans ce contexte-là, il y a beaucoup de décideurs du web qui sont un peu du coup paumés, il faut le dire, et donc du coup qui se disent en fait, je sors de Google, je vais sur une solution alternative et comme ça, en fait, je vais pouvoir recollecter sur 100% des utilisateurs. Ça, c'est faux. Parce que, en fait, on le verra sur les solutions qui sont du coup proposées, c'est pas parce que vous changez pour une autre solution, on va citer AT Internet, Matomo, qui ont eu le vent en poupe récemment, que forcément vous allez être exempté et que vous n'allez pas devoir demander le consentement de l'utilisateur. Encore une fois, l'exemption et le bon paramétrage, il ne s'acquiert pas en ayant juste acquis une plateforme, c'est dans son paramétrage qu'on devient exempté. Donc l'exemption, il faut faire très attention. Vous allez devoir de toute façon demander le consentement de votre utilisateur à partir du moment où il y a un dépôt de cookies, donc comme pour Matomo, comme pour AT Internet. L'exemption, c'est juste, c'est très bien fait, je vous inviterai à aller sur le site de la CNIL. L'exemption, c'est quoi? C'est vous permettre en fait de faire de la mesure d'audience au sens strict du terme, c'est-à-dire de collecter des informations qui vous permettent de monitorer votre site Internet. Mais du coup, c'est des données très réduites, ce qu'on appelle des données dégradées, j'avais oublié le terme. Et en fait, globalement, vous pouvez juste savoir le nombre de pages qui ont été consultées, les devices, vous avez le temps sur les pages, vous avez les clics, mais en volumétrie, mais vous n'avez aucune notion de session. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir se dire l'utilisateur arrive par tel canal, derrière il a visité autant de pages et derrière il a converti. Il faut vraiment juste voir ça comme de la volumétrie anonyme. Et donc du coup, faites attention à cet effet déceptif de se dire je sors de Google Analytics, je vais pouvoir tout faire. C'est faux. Il y a encore du paramétrage à faire, même s'il y a des solutions, on le verra juste après,
qui propose un système hybride où vous avez une partie qui fonctionne en exempté, donc vous avez de la mesure d'audience qui est collectée, et dès qu'on a le consentement de l'utilisateur, on vient rajouter les données de session qu'on avait l'habitude de voir du coup dans Google Analytics. Enfin, les données personnelles, faites très attention, les données personnelles dans le cadre du RGPD, c'est tout ce qui permet d'identifier directement un utilisateur ou qui par recoupement permet d'identifier un utilisateur. Donc, j'en parlais tout à l'heure à travers le cookie ID de Google Analytics. À partir du moment où vous arrivez sur un site, il y a un cookie qui vous est déposé, vous êtes traqué dans Universal Analytics ou dans GA4. Cet ID-là, si on le retrouve, permet de vous identifier vous. D'autres types de données personnelles où on ne fait généralement pas attention, c'est l'IP, maintenant qui doit être anonymisé, et dans le cadre de GA4 qui est de toute façon pas collecté. Et vous avez en fait tout ce qui permet, avec vos autres outils, du coup, de faire un mapping, un matching, et de voir que c'est Madame Dupont qui est venue convertir sur votre site. Exemple, le transaction ID qui remonte pour les e-commerçants en disant ça y est, il y a eu une conversion sur la page de confirmation. S'il porte le même numéro que celui que vous avez remonté dans votre back-office, en fait, en faisant un extract globalement de Google Analytics de toutes les transactions ID qui ont été faites dans Google Analytics et que vous le comparez à votre back-office où vous avez l'ID de transaction mais surtout le nom, le prénom, l'adresse mail de la personne, là on est sur de la donnée personnelle. Donc faites très attention dans le paramétrage de votre plateforme à faire en sorte, qu'importe la plateforme, d'ailleurs que ce soit GA4 ou celle qu'on va voir là maintenant, faire en sorte de du coup bien anonymiser toutes les données et faire en sorte qu'il y ait le moins de données personnelles possible. Sur le site de la CNIL, et pas que, vous avez un certain nombre de solutions alternatives et il faut faire très attention dans le choix en fait. Globalement, elles n'ont pas toutes les mêmes fonctionnalités. Globalement, des différents échanges que j'ai sur cette thématique-là, vous avez trois types de scénarios. Vous avez les gens qui sont en fait sur une petite structure et qui n'ont en fait pas de budget à allouer du coup à une autre solution, et donc du coup qui vont rester et se focaliser sur GA4 et faire en sorte que ils avancent et continuent leur aventure sur GA4. Donc ça, c'est un peu le lot 1. Le lot 2, c'est des personnes qui ont un peu de budget et une problématique aussi un peu en interne avec un service juridique qui a besoin d'être rassuré et donc du coup qui mettent une solution alternative pour pouvoir du coup switcher s'il y a un contrôle sur une autre technologie. Et enfin, vous avez le troisième cas qui est globalement dans le cadre d'Auchan, typiquement, ils ont été mis en demeure, ils avaient 1 mois pour réagir, on le sait maintenant, ils sont passés sur du coup AT Internet et ils ont enlevé directement Google Analytics. Donc voilà, il y a différents scénarios, encore une fois on reviendra sur comment bien choisir, mais globalement toutes les solutions qui sont proposées par la CNIL ne sont pas, ne répondent pas aux mêmes besoins. Dans ce que je vous ai mis sur le trafic, là, ici, Wistat, Abla, Plausible, ça c'est des solutions qui ne fonctionnent pas avec le cookie, qui sont encore dans l'exemption et c'est des données encore une fois très dégradées. Ça permet quoi? Ça permet d'avoir une volumétrie du trafic assez fiable et qui permet en fait de contourner un peu le bandeau RGPD dont on parlait et qui permet en fait d'avoir une vraie volumétrie de ce qui s'est passé sur le site. Donc généralement, ces outils-là, ça vient en complément d'un GA globalement. C'est d'avoir une pointeuse, si on vulgarise, de ce qui s'est passé sur le site. Et comme ça, on peut comparer avec Google Analytics en se disant, tiens, dans Google Analytics, j'ai 8000 utilisateurs. Dans Wistat, j'en ai 10 000. Ça veut dire que globalement, il y en a 2000 qui ne m'ont pas donné leur consentement. Voilà, grosse louche, c'est un peu comme ça que ça peut fonctionner. L'attribution, là, on va vraiment être sur une thématique généralement e-commerçant, mais ça peut être, c'est pas forcément, on n'a pas besoin d'être e-commerçant pour utiliser ces solutions-là. Globalement, ça, c'est l'attribution. Donc, on va se poser la question sur une conversion. Donc, ça peut être un achat, une demande de devis, une souscription en ligne. On va venir se poser la question de tous les leviers d'acquisition que j'ai, donc le SEO, le SIA, l'affiliation, l'emailing. Quel est le rôle de chacun dans l'apport de la conversion? Donc, c'est vraiment des outils d'attribution qui vont vous permettre de répondre à ce genre de questions. C'est comment Facebook, le SEO, le référencement payant fonctionnent ensemble pour arriver à une conversion. Donc ça, c'est des outils qui vont vous aider là-dessus. Vous avez celle de comportement ici, Content Square et Clarity,
qui là sont vraiment basés sur en fait, vraiment l'exploitation de, une fois que l'utilisateur est sur mon site, qu'est-ce qu'il fait? Quel type de page il consulte, quel est son parcours et globalement comment il arrive aux pages les plus commerciales, celles qui convertissent le mieux. Et enfin, vous avez les alternatives que je vous ai mis en bas à gauche qui là sont vraiment celles qui permettraient en fait au mieux de répondre aux besoins qui étaient répondus par Google Analytics, à savoir d'avoir un itinéraire complet de l'utilisateur, donc l'acquisition, d'où il vient, ce qu'il fait sur le site, qu'est-ce qu'il consulte et quelle est la conversion qu'il a engendrée derrière, la conversion ou les micro-conversions. Matomo, donc on en a beaucoup entendu parler, donc vous avez un double paramétrage, vous avez soit en auto-hébergé, donc ça veut dire que vous devez monter un serveur, donc là sans rentrer dans les détails, globalement ce n'est pas un plug and play, il faut monter toute une structure de collecte de données derrière, et vous avez une formule payante où en gros vous payez le logiciel pour justement recréer un Google Analytics. Mais du coup un peu plus éthique au vu de la CNIL en tout cas, puisque c'est une solution qui est du coup européenne. Piwik Pro, pareil, là c'est une solution qui vous permet, moyennant un budget, de remettre en place un outil de mesure d'audience. Encore une fois, il va falloir le proposer sur sa CMP, qui propose aussi une version exemptée, donc qui permet d'avoir en fait le système hybride dont je parlais tout à l'heure. Et enfin, vous avez AT Internet qui est maintenant Piano Analytics, qui est du coup une des AT Internet, ils sont là depuis longtemps, c'était français. Globalement, Google Analytics gérait 80% du parc des sites internet français parce que c'était une solution gratuite. Mais AT Internet avait été très utilisé notamment par les sites du gouvernement, par exemple, pour rester sur une enseigne française et pas donner à Google globalement. Donc c'est celle qui a le plus d'expérience. Pour Matomo, encore une fois, on est sur un WordPress de la mesure d'audience, donc au plus la communauté va grossir, au plus on aura d'informations à collecter et on va faire en sorte que l'outil se développe au fur et à mesure. Donc voilà un peu le panel. Encore une fois, sur le site de la CNIL, c'est assez bien fait. Il y en a certains qui sont référencés et ils vous fournissent un guide. Donc ça a été rédigé par les différentes solutions. Ils vous fournissent un guide d'implémentation pour le faire dans les règles de l'art et être sûr qu'on est en norme RGPD. Donc là, il faut vraiment se renseigner à la fois avec votre équipe technique et à la fois via ces guides sur comment le paramétrer au mieux. Comment bien choisir? Alors, ce que j'ai l'habitude de dire quand on a ce genre de discussion avec les différents interlocuteurs avec lesquels je parle, il n'y a pas de solution miracle. Déjà, il ne faut pas penser qu'en fait, on a une solution gratuite qui permet en fait de faire exactement ce que Google Analytics faisait avec 100% des utilisateurs. Il va y avoir des arbitrages à faire. Moi, ce que je préconise, c'est d'abord de se demander si on a un budget. Ce que je disais tout à l'heure, il y a plein de sociétés qui, pour l'instant, ce n'est pas la priorité. Du coup, on passe sur GA4, on reste sur du gratuit. Et puis, quand on aura du budget, on investira peut-être sur une autre solution. Les besoins d'analyse, comme vous l'avez vu sur la slide précédente, en fait, tous les outils ne répondent pas à la même question. Donc, il faut vraiment en interne se poser et se dire de quoi on a besoin, quelles sont les datas dont on a besoin pour analyser le parcours de l'utilisateur et mesurer la performance de notre site. Et enfin, je souligne aussi la complexité d'installation. Beaucoup de gens sont revenus vers moi en disant Matomo c'est trop cool, c'est gratuit, etc. C'est une très belle solution. Malheureusement, quand on la veut en mode gratuit, réellement, il faut faire ce que je vous ai dit, c'est-à-dire du coup d'être en auto-serveur, auto-hébergé. Et là, ça demande, c'est un tout autre projet. Il faut se rapprocher de sa DSI, faire en sorte qu'on ait un serveur qui tienne la route, le maintenir dans le temps. Donc en fait, encore une fois, les coûts sont déplacés, mais ce n'est pas totalement gratuit. Donc faites attention aussi à la complexité d'installation. Globalement, nos conseils, c'est de ne pas se précipiter. Alors c'est facile à dire de notre point de vue. Je pense qu'il y en a par rapport à la CNIL, quand vous faites beaucoup de volume, vous êtes généralement beaucoup plus sous le regard de la CNIL. Ils ont deux moyens d'opérer. En fait, vous avez le dépôt de plainte. Malheureusement, il peut y avoir de la délation aussi, c'est-à-dire un de vos concurrents qui vient sur votre site internet et qui se disent vous n'êtes pas aux normes, du coup, globalement, on va en alerter la CNIL. Et puis après, ils ont renforcé leurs équipes et ils font globalement en fonction du trafic qui a été généré. Évidemment, ils essayent d'aller toucher les plus gros. Donc, ne pas se précipiter.
c'est bien pour les moyennes et petites structures pour avoir le temps de bien s'ajuster. Pour les gros, je pense qu'il y a un niveau de stress et puis un service juridique qui pousse généralement un peu plus dans une direction qu'une autre. Il n'existe pas de solution optimale, encore une fois. Il va falloir faire de l'arbitrage en fonction du budget, des équipes, du besoin d'analyse. Et prenez le temps d'étudier les possibilités. Encore une fois, je trouve que le site de la CNIL est assez bien fait là-dessus. Il peut pas mal vous aider à justement calibrer votre projet, savoir un peu globalement ce qu'il vous faut pour pouvoir vous lancer dans l'implémentation et faire en sorte que vous soyez serein dans le cadre du RGPD. Dans l'autre sens. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop dans le détail. Le but, encore une fois, c'était vraiment de faire preuve de pédagogie et de vulgariser un peu le concept. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? C'est que j'ai été clair, du coup. Super, merci beaucoup.